La Provence verte est un territoire qui regroupe 39 communes, 100 000 habitants. Et la particularité de ce territoire, c'est qu'il est à moins d'une heure de 4 millions d'habitants. Et aujourd'hui, ce territoire qui est préservé, dont la surface est recouverte essentiellement de forêts et de pas mal d'agriculture, est un territoire qui subit la pression d'une façon extrêmement importante sur le plan démographique des territoires autour. Et comment préserver la qualité de ce territoire tout en permettant d'une part le développement économique, deuxièmement le logement des gens dans des conditions acceptables et troisièmement le développement d'une agriculture parce qu'elle est porteur de valeur ajoutée à très long terme. On intègre les enjeux de développement durable dans notre SCOT sur, par exemple, la problématique du logement, c'est d'arrêter l'étalement urbain, c'est de reconstruire la ville sur la ville, c'est de densifier les endroits qui ont été déjà urbanisés. Visiblement, il n'y avait pas assez de zones économiques pour recevoir l'ensemble des entreprises. Donc le SCOT a prévu l'implantation de 2 ou 3 zones économiques bien précises, bien identifiées, sur lesquelles les collectivités territoriales mettent les moyens pour prévoir et pour recevoir les entreprises. La troisième idée, c'est de dire on ne peut plus perdre de terres agricoles. On a perdu beaucoup trop de terres agricoles ces 20 dernières années. Donc on a voté la motion de principe de dire on ne perd plus 1 hectare de terre agricole. Maintenant, si pour des raisons d'intérêt général, du logement social, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour installer un collège, une école, d'une manière collective, dans le cadre de l'intercommunalité, on va y réfléchir et on va faire en sorte que, quelque part en Provence verte, on reprenne 1 hectare ou 2 hectares, ou en fonction de critères qu'on a définis, de terres qui n'étaient plus des terres agricoles, des anciennes terres agricoles, on les remet en terres agricoles. Et lorsque ce travail est fait, et qu'on a réinstallé un jeune agriculteur, on ouvrira à l'urbanisme la terre agricole qui est absolument nécessaire. Et la plus-value qui a été donnée retournera à la terre agricole. L'idée fondamentale, c'est d'avoir une compensation intercommunale. D'une manière naturelle, pour nous, c'est presque une logique d'être un SCOT Grenelle. On a été choisi comme SCOT modèle et on a reçu un certain nombre d'aides du ministère de l'Aménagement de Territoire sur les problématiques de terres agricoles. Et nous avons reçu une aide aussi du ministère de l'Aménagement en ce qui concerne les choix stratégiques de développement économique et sur la politique volontaire du logement social que nous devons mener sur ce territoire pour répondre aux problématiques du parcours résidentiel de chacun. Le double défi du SCOT, c'est conserver le plus possible un cadre de vie auquel nous sommes tous très attachés. Et la deuxième exigence, favoriser le développement économique du secteur gapençais, puisque les jeunes aujourd'hui sont obligés d'aller travailler ailleurs. Ces deux visions, ces deux défis ne sont pas incompatibles, ne sont pas antinomiques, mais au contraire complémentaires l'un de l'autre. On joue sur le maintien de la qualité de vie pour favoriser l'attractivité du territoire. Et partant de là, on peut développer une économie essentiellement présentielle, c'est-à-dire orientée vers le tourisme et l'implantation de nouvelles populations, donc de nouvelles activités. Le SCOT n'est pas tout à fait terminé, mais on a déjà des apports, je pense, très positifs pour l'ensemble du territoire. Le premier apport, c'est que depuis plusieurs années, on a appris à travailler ensemble. Nous allons finaliser un projet porté donc par l'ensemble du pays gapençais et que ce projet pourra être présenté à tous les interlocuteurs auxquels nous devons nous adresser pour développer notre territoire dans le sens que nous souhaitons. Le troisième aspect qui viendra un peu plus tard, c'est qu'on va mettre à la disposition des communes, des collectivités, un certain nombre d'outils, en particulier donc, sur le thème, enfin c'est un exemple, sur le thème de la trame verte et bleue, et que ces outils leur permettront de travailler sur leurs documents d'urbanisme. L'État, à travers les deux DREAL, PACA et Rhône-Alpes, ont appuyé ce travail. On avait un réseau local d'expertise
au niveau du SCOT Gap-en-Sée, de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, mais aussi du Conservatoire botanique national alpin et du Parc national des Écrins. Et on a donc travaillé avec l'appui financier de l'État à la mise en place d'une méthodologie. Et son principal outil, ça sera une carte de trame verte et bleue. Donc les corridors écologiques ont un code couleur, vert lorsqu'ils passent dans un terrain relativement lâche et lorsqu'ils sont encore assez larges. Donc là, les communes, au niveau de leurs documents d'urbanisme, seront amenées à essayer de pouvoir garder leur classement en zone naturelle ou agricole. Par contre, dès qu'on va passer sous un corridor écologique qui est plutôt en orange ou en rouge, à l'occasion du passage à l'intérieur par exemple d'une zone beaucoup plus urbanisée ou à l'occasion d'un franchissement d'une infrastructure, que ce soit une rivière, une route, une voie ferrée ou le canal de Provence, là les documents d'urbanisme devront s'attacher au niveau de leur cartographie à avoir le corridor vraiment matérialisé avec un indice corridor écologique et d'avoir une réglementation associée pour protéger le passage dans ces zones où la connectivité est rendue un peu plus difficile du fait aujourd'hui de l'urbanisation ou de ces infrastructures.